Alors, bonsoir à tous. On est ravis une fois de plus d'inviter un auteur du Tripod. J'en profite pour féliciter le Tripod pour son prix Vlil 2020. Euh, Ça a été un plaisir de vous avoir pendant un an. Merci Donc, à vous merci. d'avoir voté pour nous. Donc, c'est un plaisir, une fois de plus, de recevoir un auteur du Tripod. Et aujourd'hui, c'est donc David Gesselson, qui a donc écrit Lettres non écrites, c'est le cas de le dire. Euh, on va peut-être commencer par Léa, justement, pour savoir comment vous avez déniché David, comment vous avez découvert le projet. Je sais que c'est particulier, justement, par rapport à cela. Donc, comment le Tripod a découvert ces lettres qui ont été jouées au théâtre auparavant? Ça, je pense que David pourra aussi en parler plus que moi, parce que c'est quelqu'un qui lui a recommandé d'envoyer le manuscrit au Tripod, mais il le dira juste après. Mais en fait, c'était pendant le confinement qu'on a reçu le manuscrit. Frédéric nous l'a donné à lire et on l'a tous lu très rapidement. Et il y avait quelqu'un du Tripod qui était là avant, qui avait déjà vu Dorine et d'autres spectacles de David et qui a tout de suite dit, mais c'est un manuscrit de David Geselson, j'adore, il faut absolument qu'on le fasse. Et en fait, c'était le dernier livre sur lequel il allait travailler en édito, puisqu'après, il partait. Et en plus, pendant le confinement, donc ça nous a fait un petit peu un lien aussi à ce moment-là. Donc c'est comme ça un peu que le projet est né. Mais du coup, David, si tu veux parler de ta rencontre avec le Tripod. Yes. Bah bon, alors, bonsoir à tous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait un petit bout de temps que je cherchais à faire que ces lettres non écrites deviennent un livre. J'en avais à peu près 200 des lettres et un an avant, j'avais rencontré une autre maison d'édition avec qui ça s'était pas du tout bien passé. Euh, mais je leur dois quand même à ces gens de m'avoir proposé d'écrire des petites introductions, de travailler autour des lettres. Et puis, ben non, je peux pas, je sais Eva, mais du coup, je vais pas être sympa, c'est des gens très bien et je suis sûr qu'ils vont faire des trucs super après, mais du coup, voilà, ça arrive quoi. Mais du coup, j'avais travaillé un manuscrit, j'avais fait une sélection de lettres. J'avais fait un premier travail, et puis pendant le confinement, quelques temps avant le confinement, en fait, je m'étais dit, allez, il faut quand même que je m'y recolle. Et juste avant le confinement, on était en train de jouer un spectacle que j'ai écrit et mis en scène qui s'appelle Le silence et la peur, autour de la vie de Nina Simone et de l'histoire afro-américaine, qu'on jouait au théâtre des Quartiers d'Ivry, et on était censé jouer au théâtre de la Bastille après, qui est un théâtre avec lequel on est très liés. Et Sophie Joubert, qui est journaliste et notamment journaliste à l'Humanité, et Nicolas Truong, qui à l'époque était responsable des pages Idées du Monde et qui maintenant est grand reporter, sont des gens avec qui j'étais en contact. On avait déjà fait des choses autour des lettres ensemble dans le cadre de la Nuit du Monde festival. C'était la nuit de l'amour. Et donc Sophie et Nicolas viennent et je leur dis oh là là, je suis toujours en train de chercher un éditeur pour les lettres non écrites. Et Sophie me dit, mais tu te souviens pas, l'année dernière, je t'avais donné le mail de Frédéric Martin au Tripod, est-ce que tu lui as écrit? Et je lui dis, mais non, j'ose pas. Il me dit, mais t'es con, vas-y, ose, envoie-lui ton manuscrit, je suis sûr que c'est pour lui. Et donc, et j'avais envoyé déjà, avant Frédéric, j'avais envoyé à d'autres maisons d'édition, mais un peu sans aucune recommandation, et puis sans vraiment de projet, c'était pas très malin comme j'avais fait ça. Et j'ai envoyé le manuscrit, j'ai retravaillé, j'ai envoyé le manuscrit à Frédéric, recommandé par Sophie, et Frédéric m'a répondu 8 jours après en me disant on fait le livre. Voilà. Et ça, c'était le 25 mars, c'est-à-dire C'est vraiment du Frédéric tout craché, ça. voilà. Et du coup, c'était une merveille totale. Moi, j'ai halluciné. Euh, et il m'a dit ça le lundi. Le mercredi, le contrat a été signé. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Donc, c'était très simple, très évident et très élégant dans la façon de faire de Frédéric. Et puis voilà, et c'est parti, quoi. À l'instant, vous avez dit que vous aviez retravaillé une fois de plus le manuscrit. Est-ce que ça veut donc dire que les lettres ont été donc écrites une première fois, puis ensuite retravaillées derrière? Quasiment pas. En fait, quand je dis que j'ai retravaillé, c'est que j'ai beaucoup retravaillé la préface, l'intermède qui s'appelle lettre non écrite et la postface. Ça, alors la postface, ça s'est même fait c'était très long alors que le texte est très très court.
Mais ça, c'était après discussion avec Frédéric. Non, il y a quelques petites choses que je change dans les lettres. Et c'est aussi fort des représentations, parce que ces lettres, on les a jouées toutes dans les théâtres, et qu'il y a des choses qui marchent moins bien, mais c'était des corrections assez mineures. Mais tout d'un coup, passer à l'écrit, j'étais un peu plus exigeant, parce que quand on les joue, il y a parfois des choses qui passent mieux, ou dans l'oralité permet parfois de faire des choses qui ne fonctionnent pas à l'écrit. Mais c'est des toutes petites choses. Après, dans le livre, il y a, je dirais en particulier, une lettre ou deux qui ont été écrites au début, que je n'écrivais pas en 3/4 d'heure, mais plutôt en 1 heure et demie. Notamment la première, par exemple, la lettre pour Raquel. La plupart des lettres qui ont été écrites au Théâtre de la Bastille, au début, je prenais plus de temps. J'ai mis plusieurs mois à réduire le temps d'écriture. Au début, c'était 1 heure et demie, puis 1 heure, et puis à la fin, 45 minutes. Et après, parfois, c'était même plus court. Alors pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, c'est intéressant de comprendre comment elles ont été jouées, les lettres, mais il faut savoir quand même que la lettre que vous écriviez était lue le soir même au théâtre. Donc voilà, certains ne sont pas forcément au courant de ce processus-là. J'aimerais bien qu'on y revienne, parce que c'est quand même extrêmement fort d'écrire une lettre en si peu de temps et de la jouer le soir au théâtre. Le principe, c'était ça, effectivement. C'était que je proposais aux spectatrices et aux spectateurs qui le voulaient d'écrire pour eux la lettre qu'ils auraient toujours voulu écrire sans avoir jamais réussi à le faire. Et on faisait un entretien qui durait 35 minutes, donc dans des théâtres un peu partout en France. J'écrivais la lettre en 45 minutes, et à la fin de ces 45 minutes, ils revenaient dans une loge du théâtre où j'étais, ou dans l'atelier de répétition, dans le studio de répétition. Je leur lisais cette lettre. Si la lettre leur convenait, je l'imprimais. Je la mettais sous enveloppe et je leur donnais. Et si ça leur plaisait, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Moi, je prenais soin de rendre toujours les protagonistes anonymes, parce que je trouve ça compliqué de prendre l'intimité des gens et la rendre publique. Je trouve que ça ne va pas. Donc, après, si la lettre leur convenait, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, remettre les vrais noms de ville, les vrais prénoms, etc. Et dans un deuxième temps, une fois qu'ils avaient accepté leur lettre, je leur demandais l'autorisation de l'utiliser éventuellement pour la jouer le soir même, sachant que ce n'est pas parce qu'ils me donnaient l'autorisation qu'on le faisait. Parce que j'en écrivais 5 dans la journée, et parfois, dans l'équilibre de la soirée, ça n'allait pas de lire toutes les lettres du jour. Donc parfois, on en prenait une ou deux, et puis certaines des lettres ont pu être lues plus tard, au cours d'autres représentations. Ça, c'est arrivé souvent. Il y a un taux d'acceptation. Il y a un taux d'acceptation au niveau des spectateurs. Est-ce que vous aviez eu beaucoup de refus, des gens qui ne souhaitaient pas? D'accord. Très peu. Il y a eu une dizaine de personnes sur 200 qui ne voulaient pas. Et parfois, il y a des gens qui m'ont dit oui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, dont je n'ai pas lu la lettre. Parce que le but, l'objectif pour moi, réel, au tout début, j'avais vraiment besoin des lettres pour pouvoir les lire, parce qu'il y a 4 ans, j'avais une vingtaine de lettres, et pour pouvoir faire un spectacle, il m'en fallait quand même pas mal. Mais assez rapidement, c'est monté, j'en avais 40, 50, 60, et du coup, j'avais plus besoin, j'avais ce qu'il fallait en quelque sorte. On savait qu'on avait une dizaine de lettres qui marchaient, donc j'aurais pu d'ailleurs ne plus les lire, voire faire le spectacle sans continuer à écrire. Mais je trouve ça complètement idiot, parce que l'ADN du projet, c'était d'avoir un rapport direct avec des gens et de retranscrire ce que des gens me racontaient dans la journée dans un théâtre pour le redonner au public. Donc ça, je l'ai maintenu. Et ce que je disais aux gens, c'est que ce qui comptait pour moi, c'est qu'ils aient une lettre à la fin, pas qu'elle soit jouée. Alors parfois, des gens étaient frustrés. Écrite, qu'elle soit écrite. Ce qui comptait, c'est qu'elle existe. Donc, au final, c'est un retour aux sources avec ce livre-là. Absolument, absolument. Ouais. Sandra? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Léa et David. Justement, vous disiez que excusez-moi, la genèse, hein, c'était le spectacle, et vous parliez de la proximité justement avec les gens pour lesquels vous avez écrit cette lettre. Mais finalement, de publier ces lettres, est-ce que c'était votre intention d'aller
vers finalement un public qui n'était pas destiné à ces lettres et qui n'était pas non plus le point de départ de ces lettres. Enfin, parce que finalement, pourquoi être passé à un livre? C'est aussi ma question. Est-ce que c'était pour ça? Est-ce que c'était pour cette proximité que vous n'aviez pas eu finalement possibilité d'étendre pendant les spectacles? Voilà, finalement, pourquoi les publier? Pour moi, c'était un peu essentiel. C'est venu au fil du temps, hein. Au départ, je pensais que c'était surtout un projet de théâtre et qu'elle n'avait pas de valeur littéraire en soi. Et puis, à force, je ne me suis pas dit que j'étais devenu un génie de la littérature, mais je me suis rendu compte il y avait quand même quelque chose d'autre que la représentation, quelque chose d'autre que la performance. Et, et pour moi, comme auteur de théâtre, c'était assez inédit d'avoir cette masse, cette collecte en fait de récits, d'histoires. Et je me suis aperçu au fil du temps que ça composait quelque chose de très puissant sur la société dans laquelle on est. Ça donnait comme une sorte de radiographie. Et puis j'ai fini par prendre confiance dans le fait que, ouais, elles avaient probablement pas une valeur extraordinaire, mais qu'elles avaient quand même une valeur littéraire. Et en m'en rendant compte, je les travaillais, je les écrivais, j'étais de plus en plus précautionneux aussi dans la façon de les écrire. Et je me suis dit que une chose à laquelle je tiens, j'ai commencé ce projet grâce ou à cause de la lettre AD d'André Gortz, que vous connaissez sans doute. Et cette lettre AD, elle est extraordinairement puissante dans ce qu'elle révèle de ce que peut faire la littérature sur l'intimité. Je trouve, comment est-ce qu'on a l'impression d'entendre la voix d'André Gortz qui parle à la femme qu'il aime, et comment est-ce qu'il nous bouleverse à travers la forme épistolaire. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer de retrouver cette puissance-là, de le refaire. Et j'avais confiance dans le fait que si les lettres étaient bien écrites, si les histoires étaient fortes, c'était possible. Que, en fait, dans un livre, lire des lettres peut ouvrir un imaginaire énorme. On n'a pas forcément besoin de déployer une histoire très longue pour avoir une puissance émotionnelle, même si c'est merveilleux de le faire. Ce que je veux dire, c'est que je me suis dit que c'était possible. Et à partir du moment où je me suis dit que c'était possible, j'avais vraiment très envie que ça existe, effectivement, pour toucher un public qui ne soit pas un public de théâtre, ou qui soit un public qui se dise « Ah, merde, dans les théâtres, il peut se passer ça, pas mal. » Et si on y allait plus, c'était une manière aussi de donner de la valeur, de la puissance, de la visibilité à ce qui se passe dans les théâtres publics. À ce qu'on peut faire, ça, on peut le faire dans des théâtres publics, on ne peut pas le faire dans un théâtre privé, ça n'existe pas. Enfin, c'est très compliqué, disons qu'en termes économiquement, c'est pas très valable, quoi. Ça fait pas gagner d'argent à qui que ce soit. Continue, Sandra. Tu as relevé la main. Oui, c'était juste pour rebondir justement sur ce que vous disiez à l'instant là, parce que finalement au théâtre, vous avez une réaction directe du public et de ceux pour lesquels vous avez écrit, mais par la publication d'un livre, vous n'allez pas avoir ce retour direct. Est-ce que vous attendez en fait que des gens vous disent que ça les a touchés, comme on a pu le faire à la sortie d'un théâtre, par exemple, auprès de vous? Via le livre, vous voulez dire? Ça peut manquer finalement, enfin, ça peut vous manquer. Non, parce que ça, on l'a beaucoup. Non, parce que pour le coup, ce qui se passe dans les théâtres, c'est que des retours, on en a énormément. Pour le coup, j'en ai systématiquement à chaque entretien, après chaque lecture de lettres. Il y a une vraie rencontre qui se passe avec la personne qui vient, et donc le retour, il est immédiat, le lien, il est tout de suite, en fait. Dans les journées d'écriture, les rencontres sont toutes très, très riches. Et après, quand on les joue, on a un retour public très, très direct aussi. Non, pour le coup, c'est inédit pour moi de ne pas avoir idée de ce que ça produit aux gens, le livre. Effectivement, je découvre ça, que là, pour le coup, j'ai pas de retour. Mais je trouve que c'est une expérience merveilleuse, en fait. C'est que je m'aperçois que, voilà, il va vivre sa vie, ce livre, sans moi. David, vous êtes comédien, auteur, metteur en scène. Est-ce que vous considérez que c'est un tout, ou au contraire, vous avez une préférence pour l'une de ces branches-là? Et est-ce que ce livre-là va vous pousser aussi à peut-être aller un peu plus loin par rapport à la littérature ou aux écrits? Je suis surtout comédien. Mon cœur de métier, mon travail, ce que j'ai appris à faire, ce que je fais depuis 20 ans, c'est jouer. Et ça compte dans mon parcours parce que je mets en scène pour jouer, ou je mets en scène comme je pense
disons, je crée des cadres pour pouvoir jouer, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas perdre la sensibilité qu'on a quand on est comédien ou comédienne, des nécessités qu'apporte le plateau depuis l'intérieur. Donc je mets en scène avec cette conscience-là. J'écris aussi comme un acteur, c'est-à-dire que j'écris pour que ça soit joué, j'écris pour les acteurs, avec aussi cette conscience-là qu'on a besoin d'une langue structurée, d'avoir voilà, j'essaie de conserver cette approche-là, et je découvre avec les lettres non écrites que je peux peut-être ne pas être qu'un auteur de théâtre. Et donc oui, ça me donne très envie de continuer. Ça se sent notamment dans les interludes que vous faites, la lettre non écrite au milieu où vous avez osé, j'ai encore jamais vu ça, vous avez osé tout simplement dire que certaines personnes n'ont pas aimé vos lettres. Et ça, je trouve ça admirable d'avoir cette modestie-là et de le mettre au cœur du livre. Ça, c'est des témoignages donc de personnes qui n'ont pas aimé vos lettres, qui trouvaient ça plat, etc. Alors ça, justement, bon, j'imagine que c'est vrai, bien sûr, mais pourquoi l'avoir mis? Pourquoi l'avoir inséré au cœur du livre? Parce que c'est important, pour le coup, c'est pas pour. Parce que c'est important sur. Ces lettres, elles n'existent pas sans les gens qui me les racontent. Rien ne sort de mon imagination. La seule chose, c'est que parfois, je me cache à l'intérieur des lettres. Et qu'il y a un processus de compassion au sens noble du terme, c'est-à-dire de prendre la passion de l'autre avec soi. Et du coup, parfois, j'y mets de moi, parce que ça résonne, il y a quelque chose qui vient vibrer en moi de leurs histoires, donc je me glisse dedans parfois. Mais moi, tout seul, sans eux, ça n'existe pas. Et donc, du coup, c'est comme pour leur rendre quelque chose. C'est la vérité, en fait. C'est une manière de dire, t'es pas Dieu le Père, t'es pas l'écrivain public extraordinaire qui va réussir à donner une valeur. Non, parfois ça marche pas. Et le challenge, le truc un peu sportif de dire ok, j'écris 5 lettres dans la journée entre 10 et 17 heures, chacune en 3 quarts d'heure, en fait parfois ça marche pas. Il y a des lettres qui sont nulles, qui sont mal écrites ou qui sont pas bien foutues. D'ailleurs, sur les 200, évidemment, là il y en a 50 qui sont choisis. Je pense qu'on aurait pu en choisir une centaine, mais pas les 200, c'est sûr. Et du coup, c'est aussi une manière de témoigner de ça, que ce dispositif, il prend le risque de la fragilité, y compris en termes de comment on écrit. Donc, ça serait un grand mensonge que de dire, les gars, en fait, pour écrire un livre de 48 pages et de 100 lettres, en fait, il faut 48 fois 3 quarts d'heure. Ça, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, moi, je ne saurais pas le faire. Donc, je témoigne du fait que des gens, voilà, parfois, n'ont pas aimé. Après, c'est arrivé... finalement, c'était ma plus grande crainte quand j'avais des littérateurs, il y a eu beaucoup de profs de français qui sont venus. Ça, c'était terrible parce que j'ai écrit avec une quantité de fautes d'orthographe vraiment niveau CE1, CE2. Et j'avais toujours très peur. Et une de ces femmes qui a vraiment pas aimé ça était évidemment prof en Hippocagne. Et elle m'a tué, quoi. C'était terrible. Et après, c'était pour des raisons plus intimes. Il y a des gens qui m'ont dit non, là, pour qui vous prenez, vous dites un truc, c'est pas moi, alors que c'était vraiment elle. Il y a eu cette femme dont je parle, c'était un vrai truc parce qu'elle se rendait pas compte de ce qu'elle racontait, et tant mieux, elle n'avait pas cette conscience-là, et du coup, elle était très blessée par le fait que c'était un miroir d'elle qui était pas possible. Et ça, je pense que c'est important de le raconter dans le dispositif pour pas être surplombant aussi vis-à-vis de ces histoires qui m'ont été racontées. Jennifer ou Franck, je ne sais plus. C'est moi. Bonsoir. À la lecture des lettres, on s'aperçoit qu'évidemment, il y a beaucoup d'émotions, mais en fait, il se joue aussi énormément de drame. Il y a beaucoup de colère, de douleur, enfin, de tout ça. Moi, ma question, c'est quand on absorbe les problèmes des gens, le chagrin des gens, les demandes des gens, comment on fait après pour rentrer chez soi, reprendre une vie normale sans être poli, par exemple? C'est terrible, en fait, quand même. Non, je vais vous dire, paradoxalement, ça fait exactement l'inverse. Pour la raison suivante, c'est que, d'une part, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy et je ne soigne rien. Et je ne soigne personne. En fait, moi, je rentre chez moi, j'ai fait un spectacle, des gens m'ont donné leurs histoires, grâce à eux, j'ai pu écrire. Donc, ils m'ont offert un cadeau, je leur ai rendu quelque chose. Ils sont souvent heureux que je leur ai rendu quelque chose. Grâce à ça, en plus, j'ai gagné ma vie.
parce que j'ai fait un spectacle, et en plus, je l'ai partagé avec 200 personnes qui sont émues. Alors, ça donne confiance dans le fait qu'on peut se raconter nos problèmes et nos douleurs et nos maux pour construire quelque chose d'une forme de communauté, en tout cas, on peut construire de la compassion. Ça donne vraiment foi en ça. Alors, après, ça déprime sur l'état du monde, mais au fond, le dispositif des lettres non écrites, c'est un biais. C'est parce que je propose aux gens d'écrire quelque chose qui est en souffrance, qui est en douleur, qu'il y a beaucoup de douleur. Si je faisais un dispositif en disant « racontez-moi votre plus belle lettre d'amour », bon, voilà. Mais du coup, blague à part, c'est très rassérénant sur le fait que, en fait, c'est pas facile la vie. Il y a des moments où on galère. Et de pouvoir se le dire, ça va un peu mieux après. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et de savoir qu'on peut nouer une complicité, qu'on peut partager un petit moment d'intimité dans un lieu un peu à l'abri des bruits du monde, comme le dit Vitesse, et que ça permet, ça ne soigne pas, je pense que les gens ne se soignent pas en écrivant une lettre non écrite, ça donne juste l'espoir qu'on peut être entendu quelque part. Et d'être celui qui écoute, bah, ça investit d'une joie très forte, quoi. Après, je ne vous dis pas, il y a des choses d'une hyper-violence dans ces histoires qui ne rendent pas heureux, qui sont désespérantes, qui sont extrêmement violentes. Mais bien sûr, il y a eu des moments terribles. Il y a eu des choses, et la plus terrible, c'est peut-être que je n'ai pas pu écrire. Mais globalement, ça rassure sur le fait que si on se parle, alors on peut construire quelque chose. Ça donne plus envie de continuer à s'entendre que de se dire oh là là, il va pas bien, je vais rester à la maison et je vais voir ce qui se passe sur Instagram et peut-être écouter BFM pour voir s'il y a d'autres trucs. Non, je préfère rencontrer des gens qui me disent oh là là, ça va pas, on peut faire quelque chose ensemble, qu'est-ce qu'on peut en faire, vous n'allez pas me soigner mais on peut discuter. Moi, ça me rend plutôt heureux sur l'état de l'humanité, quoi. Muriel ? Bonsoir. Alors déjà, je voulais vous dire qu'il y a quelques années, j'avais eu le plaisir de vous voir dans En route Cadiche au Nouveau Théâtre de Montreuil et que j'avais passé une excellente soirée et que j'espère pouvoir assister au théâtre aux lettres non écrites. Et je voulais vous demander si vous aviez une lettre qui avait votre préférence. Est-ce qu'il y en a une que vous avez jouée plus que d'autres ou plusieurs? Enfin, est-ce qu'il y en a une ou un top 3? Il y en a plusieurs. On a quelques tubes, on a quelques hits qui marchent en représentation et on n'est pas très honnête, on les remet souvent. Alors lesquels? Il y en a plein. Il y a la lettre à Bao, par exemple, qu'on lit beaucoup. Il y a la première lettre, la lettre de Raquel à son enfant à venir, qu'on a lu beaucoup. Il y a la lettre de Corinne à Marc, qui dit qu'elle a posé cette lettre sur la tombe, qu'on lit beaucoup. Il y a la lettre d'Alexandre à Magali. Mais peut-être il y a des gens qui n'ont pas lu le livre, alors ça ne vous parlera pas forcément à tous et à toutes. Mais ouais. Alors justement, pas de transition parfaite, on va pouvoir en lire une. Si vous voulez, avec plaisir. Voilà. Vous voulez une lettre courte ou une lettre longue? Vu qu'on a dit qu'on en lisait une toutes les 20 minutes, une lettre plutôt courte pour commencer. Allez. Alors, je vais vous lire. On va commencer par un truc pas trop triste quand même. Je cherche. J'ai le... Hop. Arles, printemps 2019, après-midi, une femme à sa fille. Ma chérie, j'ai assez peur de t'écrire, mais je le fais malgré tout. Je ne sais pas bien faire ce genre de truc. Il y a sans doute des mères qui savent faire, mais pas moi. Mais bon, il y a 1000 choses que je ne sais pas faire. Je n'ose plus trop te parler, t'écrire, t'appeler. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je ne sais pas trop en fait ce que je pourrais te dire pour qu'on se retrouve enfin quelque part, qu'on se parle et que je sache qui tu es devenu. C'est un peu étrange d'avoir la sensation de ne pas savoir qui tu es désormais. On ne transmet pas toujours ce qu'on veut. On désire, on aime et on fait des enfants parce qu'on aime et qu'on veut être vivant. Je ne savais pas que tu viendrais au monde avec une maladie, tu penses bien. J'essaye pas de te résumer à une maladie, encore une fois, comme tu dis. J'essaye juste de mettre des mots. Pardonne ma maladresse s'il y en a.
Je fais comme je peux, avec le cœur un peu foutu. Je ne savais pas que je pouvais te transmettre ça, donc. Je ne savais pas qu'il y avait ça en moi. Je sais que tu es en colère contre moi, en tout cas que tu l'étais, et j'aimerais te retrouver quelque part malgré ça et en dehors de tout ça. Bon, voilà. Je t'ai préparé un questionnaire à choix multiples, si tu as envie de me répondre. Et sinon, pas de problème. A, est-ce que tu dirais que tu es heureuse? 1, pas du tout. 2, un peu. 3, moyennement. 4, si ça te fait plaisir, on peut dire que oui. 5, non. B, est-ce que tu veux bien venir dîner avec moi à Arles et boire du champagne pour nos retrouvailles? 1, pas du tout. 2, un peu. 3, moyennement. 4, si ça te fait plaisir, on peut dire que oui. 5, non. C, est-ce que tu sais que je t'aime? 1, pas du tout. 2, un peu. 3, moyennement. 4, si ça te fait plaisir, on peut dire que oui. 5, non. Là, si tu as répondu 1, pas du tout, va directement à la fin de cette lettre sans répondre à la question suivante. D, est-ce que tu as une idée du nombre de moments dans une journée où je pense à toi? 1, pas du tout. 2, un peu. 3, moyennement. 4, si ça te fait plaisir, on peut dire que oui, mais je m'en fous. 5, non. Je voudrais voir tes yeux et te dire que je t'aime. Je t'aime, maman. Merci David. Quel est le degré d'information qu'on vous a donné? L'individu arrive. Quel est le degré d'information? Est-ce que l'individu va véritablement, donc le potentiel expéditeur de la lettre, est-ce qu'il vous raconte tout en détail? Quelle est la part imaginée que vous allez donner véritablement? Sur quel degré de détail vous avez accès? C'est très, très variable. Moi, j'invente quasiment rien. Enfin, j'invente rien, en fait. J'agence ce qu'on me raconte. Non, c'est très, très variable. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se livrer, à parler pendant 25 minutes et tout d'un coup, les 10 dernières minutes, tout sort. Et j'ai un niveau de détail extrêmement important. Il y a des gens qui parlent très vite, beaucoup, et qui savent très précisément ce qu'ils veulent dire. C'est vraiment un dialogue, quoi. Il n'y a pas de règle. Mais globalement, les gens me parlent beaucoup, en fait. Parce que précisément, ils ne me connaissent pas, on ne se connaît pas, ils ne savent pas qui je suis, ils savent que ce qui va être dit là restera là. On est dans une chose qui est très secrète, et ils savent très vite que les conditions dans lesquelles on est font qu'ils peuvent se livrer. Et je pense particulièrement parce que je suis un inconnu total et que j'essaie d'instaurer une relation de confiance immédiatement. Et les quelques fois où je n'ai pas réussi à instaurer une relation de confiance, bah, ça a mis du temps. Et puis, j'ai appris aussi au fil des mois et des lettres à la créer, cette confiance avec les gens. Je l'ai appris un peu avec eux, quoi. Plus je le faisais, plus je comprenais comment faire. Est-ce que vous aviez une sorte de questionnaire type, des questions entre guillemets qui pouvaient revenir, ou au contraire, c'était fait à l'instinct, vous interrogiez les personnes à l'instinct? Non, après, j'ai la chance ou la malchance d'avoir fréquenté beaucoup les divans de psychanalyse depuis 20 ans. Donc, j'ai 2-3 clés. Non, mais il y a une chose que je dis très souvent, en fait, qui est un peu idiot, mais souvent, ça déclenche beaucoup. Je dis cette chose un peu abscon aux gens. Je leur dis souvent, si la réalité n'existait pas, et qu'il n'y avait aucune conséquence à ce que vous dites, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne à qui vous voulez dire quelque chose? Et parfois, ça ouvre un truc énorme. Cette idée de pas de conséquences et de « allez, tout ça, c'est pas réel. Tiens, allons-y. Et si on était en train de vivre un truc un peu onirique, là, qu'est-ce que si je disais tout, si je me désinhibais complètement, parce que de toute façon, il n'y a pas de conséquences et qu'on n'est pas dans le monde réel. Là, on est dans un théâtre, de toute façon. » Ça m'arrive souvent de le proposer aux gens. Je leur dis souvent ça. Mais à part ça, non, il n'y a pas de...
Il faut avoir une confiance énorme en vous. Hein? Il faut avoir une confiance énorme en vous en vous livrant parfois des secrets. Peut-être que des choses ont été dites pour la première fois de leur vie. J'imagine que ça a pu être possible. Ça a été le cas, oui. Ouais, ouais. Oui. Après, je crois vraiment que je m'évertue de manière sincère et non pas pour faire de la manipulation à essayer de me mettre à la place de la personne qui me parle, pas pour prendre sa place, mais j'essaie de comprendre ce qui peut résonner pour moi là-dedans. C'est là où je pense que le travail d'analyse aussi aide, c'est d'essayer de se rendre disponible sur comment on peut être percuté par l'autre. Et quand ça vient résonner, en fait, il y a une compassion spontanée qui vient. C'est-à-dire que c'est pas pour dire « Ah, mais moi aussi, je l'ai vécu, je te comprends, c'est la même chose ». Mais c'est pour dire… Enfin, c'est d'ouvrir en soi la possibilité de rencontrer l'autre et de voir ce qui peut résonner. Et quand ça résonne, quand l'autre voit que ça résonne en soi, alors il se dit « Ok, je peux lui parler, en fait. Il me comprend. Il ne va pas m'utiliser. » Parce qu'il y a quelque chose qui saisit. Et du coup, je m'évertue à saisir le cœur de la nécessité à parler. Parce que ça me plaît, parce que j'ai foi en ça. En fait, j'ai foi que c'est pas facile de parler et qu'il faut aller à la fois montrer à l'autre qu'on cherche ce qu'il a à dire, mais il faut pas forcer la parole. Si on force la parole, ça s'arrête instantanément. Et donc, c'est un délicat équilibre entre montrer qu'on cherche, mais qu'on laisse la possibilité que ça ne soit pas dit. Voilà. Donc, je pense que des analystes en parleraient beaucoup mieux que moi, mais je ne fais pas un travail de psychanalyste. Mais c'est un équilibre comme ça. Eva ? Oui, bonsoir à tous. Alors, contrairement à plusieurs personnes qui sont là ce soir, moi, je n'ai pas encore lu le livre, donc je n'ai peut-être pas forcément toutes les informations sur le déroulé, comment ça se passe. Et je voulais rebondir sur la question sur le guide d'entretien, et vous disiez que, en fait, vous vouliez que les personnes se mettent à parler comme s'il n'y avait pas de conséquences. Mais justement, comment vous les prenez en compte, ces conséquences? Vous anonymisez, par exemple, le contenu de la lettre? Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était, est-ce que vous savez s'il y a eu des conséquences à ces lettres? Est-ce que les gens pour qui vous les avez écrites, finalement, s'en sont emparés, les ont transmises, ou est-ce qu'il y a des gens qui les ont vues au théâtre, ou même là récemment les ont vues publiées, se sont reconnus est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Et je rebondis, David, sur celle de Jeanne Courreau, cette femme qui est donc harcelée depuis 3 ans par son mari, et qui s'adresse au procureur de la République, qui lui écrit une lettre au procureur de la République de manière un peu sarcastique, en lui disant tout simplement merci, non merci pour la sanction que vous avez infligée à mon mari, 6 mois de stage. Donc celle-là aussi, est-ce que justement, j'ai cherché sur Internet cette Jeanne Courreau, je pense que c'est le véritable nom, mais sans certitude, mais non, bon, je me trompe, tant pour moi. Mais en tout cas, ça rejoint aussi la question d'Eva. Qu'est-elle devenue? Est-ce que vous avez des contacts aussi avec ces personnes-là après les lettres? Alors, pour commencer, pour résoudre la question des conséquences, tous les noms sont changés. Aucune personne dans ce livre ne s'appelle comme il s'appelle dans la vraie vie. Et aucune des personnes à qui ces lettres sont adressées ne sont nommées par leur vrai prénom. Et voilà. À 2 exceptions près de quelqu'un qui m'a demandé à ce que son prénom figure dedans. Le reste, je change. Ensuite, moi, je mets un point d'honneur à ne pas continuer le lien une fois que l'entretien est fait. Parce que j'ai besoin de rester à ma place. Parce que je suis ni thérapeute, ni travailleur social, ni écrivain public, en fait, et si moi je reste à ma place, j'ai la sensation que ça garantit aussi aux autres qui puissent rester à la leur.
c'est-à-dire ils puissent ne pas se sentir dépossédés de quelque chose. C'est-à-dire que chacun reste dans là où il était avant, c'est-à-dire qu'avant de me rencontrer, ils étaient une personne qui avait besoin de dire quelque chose, ils l'ont dit, ils sont toujours cette personne. Ça a sans doute résolu quelque chose, peut-être un peu, beaucoup, ça dépend des gens. Et moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça n'induit pas une relation qui va se mettre à durer. Ça serait, pour le coup, ça serait une relation de soins thérapeutiques, etc. Donc, s'il continue à y avoir des échanges, très vite, je cesse de répondre, je ne veux pas, parce que je ne saurais pas le faire. Et puis, ça m'empêcherait de faire mon travail par ailleurs. J'ai su quelques trucs. Il y a des lettres dont je sais qu'elles ont été envoyées, très peu. Mais malheureusement, c'est des choses que je ne peux pas vous raconter. Parce que précisément, je veux respecter l'intimité de tous ces gens. Et il y a 2-3 trucs. Oui, il y a eu des conséquences parfois. Parfois très heureuses, parfois non. Mais bon, après, pour vous rassurer, il n'y a pas de grand mystère sur les 48 lettres qu'il y a dans le livre. Il y a 2-3 retours que j'ai eus de lettres qui ont eu une vie après. Mais pour la grande majorité, je ne sais pas. Je ne sais pas et je n'ai pas particulièrement envie de savoir. Enfin, disons que je préfère ne pas savoir. Je trouve ça plus confortable. Et puis après, il y a d'autres choses où il y a eu d'autres conséquences dont je suis au courant, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Voilà. Et on respectera ça, bien sûr. Par rapport à ça, justement, est-ce que véritablement, vous auriez très bien pu être considéré comme une sorte de lanceur d'alerte par rapport à certaines situations? Donc là, vous aviez dit que véritablement, vous ne vouliez pas aller plus loin, mais est-ce que cet impact-là n'a pas aussi, à un moment donné, arrivé à faire ressurgir des émotions, des souvenirs sur certaines personnes, vu que vous avez du talent pour le faire, puisqu'il y a quand même beaucoup de lettres, beaucoup de personnes vous ont fait confiance. Donc, est-ce que véritablement, même en anonymisant, est-ce que vous n'avez pas envie parfois de vous emparer d'un sujet, et notamment celui des violences conjugales ou du harcèlement pour cela? Est-ce que ça ne vous démange pas, en fait? Oui, est-ce que ça vous démange? Oui. Est-ce que ça ne vous a pas démangé à un moment donné? Je les mets dans des lettres. Bien sûr que si, mais du coup, ça me donne une énergie folle pour l'écrire bien et mieux. Et ça me permet de regarder le monde différemment, en fait. Pour le coup, ça me permet d'avoir un rapport au monde différent. C'est extrêmement égoïste, mais enfin, c'est pas égoïste au sens où, du coup, regardant le monde différemment, je défends aussi politiquement des nouvelles choses. Mais encore une fois, je ne peux pas sortir de mon rôle, mais ça nourrit aussi les créations théâtrales, ça nourrit aussi les réflexions sur les prochains sujets de création et sur comment je perçois la place du théâtre dans le monde et ce qu'on peut faire, et en fait ce qu'on peut y faire et quelles influences on peut avoir là-dessus. Mais évidemment que ça me donne envie, mais j'essaie d'être honnête sur les moyens que j'ai pour pouvoir faire en sorte que mes idées deviennent des actes. Et j'espère qu'un livre, en fait, je suis convaincu en fait qu'un livre, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et donc, je pense qu'un livre est un acte très puissant. Quand bien même, on pourrait se dire qu'il est réservé à une petite partie de la population. Comme j'ai foi en ça, voilà. Et après, j'ai mes limites. Mais je pense qu'écrire un livre, ou en tout cas, et donner foi à ce qu'il y a dedans, c'est une forme d'activisme politique possible. Et qui peut qui peut ouvrir des voies à d'autres qui, en lisant ces lettres-là, peuvent décider à un moment donné d'écrire à leur tour. Ouais. Stéphanie? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, je n'ai pas lu votre livre encore et quand j'ai vu donc, quel était le sujet et en fait quelle était la forme qui a été choisie. Enfin, excusez-moi d'avance pour ma question peut-être un peu impertinente. C'est pas du tout le but de vous mettre mal à l'aise, mais je me suis posé la question quand j'ai vu que c'était donc de cette façon que vous aviez écrit les lettres, de savoir où est-ce qu'était la démarche littéraire, poétique et créative. Parce qu'en fait, des lettres, plus ou moins tout le monde en a écrit, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens en ont déjà écrit. Les collégiens, par exemple, ils en écrivent souvent, c'est un exercice d'écriture qui est assez répandu.
je ne veux pas du tout vous offenser quand je dis ça, mais du coup… Pas du tout. Mais vous, quand vous avez choisi de faire comme ça, à quel moment vous vous êtes dit que vous sortiez en fait de quelque chose d'assez prosaïque de la vie des gens pour atteindre à une forme d'universalité ou en tout cas quelque chose qui tiendrait davantage de la démarche littéraire en tout cas? Je me le suis jamais dit et je considère que c'est aux gens qui le lisent de le dire ou non. Parce que je pense que si je me mettais à me dire « ouais, je vais faire de la littérature, je vais toucher à l'universel », bah, ça serait vraiment pas très bien. Donc, j'ai écrit des lettres. Il y a des gens qui se sont dit « tiens, c'est un livre », et peut-être d'autres se diront que c'est de la littérature, mais c'est pas à moi de le dire. Moi, peut-être que ce livre m'a permis de me dire que j'étais auteur, en tout cas, que je commençais un chemin d'auteur, pas plus. Ensuite, l'autre chose pour vous répondre, je considère qu'il y a une transformation esthétique du réel. Et est-ce que ça fait littérature? Je n'en sais rien. Là où moi j'agis, c'est qu'au moins on me raconte un truc, moi on me raconte une histoire. Et ce que je considère qui me différencie d'un documentaliste ou d'un documentariste, c'est qu'en fait je mets des mots qui ne sont pas que les leurs, que j'agence le récit du réel, que j'agence une histoire réelle à ma façon, en la mettant dans un cadre qui n'a, je suis bien d'accord avec vous, rien de révolutionnaire, mais qui tient en une forme courte et qui demande de faire, voilà, d'essayer de trouver une esthétique, d'essayer de trouver une poétique, une langue qui collerait à la fois à ce qui m'a été raconté, à la personne qui m'a parlé, mais qui n'est pas tout à fait sa langue. Et donc, en fait, j'ai découvert en le faisant que il y avait une langue, il y avait une manière de retranscrire leur façon de parler qui n'est ni du Novarina, ni du Flaubert, ni du Emmanuel Carrère, mais qui est quelque chose voilà, qui j'espère existe, mais je ne prétends pas faire autre chose que ça, c'est-à-dire essayer de donner une transformation esthétique à des récits réels et de ne pas simplement coller à la réalité pour dire que j'ai foi dans ça, que j'ai foi que l'art peut faire ça. En fait. L'art, le poème au sens poésie, au sens d'œuvrer, de fabriquer quelque chose, pour moi c'est ça. Et ça n'a pas besoin d'être Échille seulement, parce que sinon ça serait merveilleux s'il y avait que Échille, mais c'est juste une manière de dire ça, sans prétendre à ce que ça soit de la grande littérature, parce que ça, j'aimerais bien, mais on verra dans 50, 60 ans, ou un peu plus, parce que je pense qu'on peut même si un jour on dit que je suis un grand littérateur, il faudra voir si 60 ans après ma mort, d'autres gens le pensent. On va dire ça. Je crois plutôt à ça. Mais je crois que je suis un peu loin. Je rebondis par rapport au langage. Moi, ce que j'ai trouvé totalement fascinant, c'est que vous avez humanisé véritablement les lettres. On ressent la gouaille, le caractère de chacun des personnages. C'est pas de la littérature pour faire de la littérature. Au contraire, vous êtes mis véritablement au cœur de leur ressenti, au cœur de ce que vous aviez écouté, et sans faire de choses grandiloquentes, sans être un poète parmi les poètes. Au contraire, vous avez été humain. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, d'humaniser les choses et d'essayer de rendre des choses simples, poétiques. C'est ça que j'ai trouvé très fort, justement. Après, moi, j'aimerais bien être entre Yannick Enel et Damasio, et je pense que je suis ni l'un ni l'autre. Hein. Et je pense que c'est extraordinaire de pouvoir être Enel ou Damasio ou Dimitri Rouchon-Bory, avec cette puissance littéraire qui est fantastique. Bah, c'est extraordinaire. Ce que je pense, c'est que, bah oui, je suis humain et on est des humains, mais je pense qu'il y a. Mais comment vous êtes adapté à ce langage-là? Hein? Comment vous êtes adapté à ce langage-là des individus? Est-ce que vous vous êtes basé sur les 35 minutes sur lesquelles vous avez passé avec eux, ou est-ce qu'au contraire, vous avez véritablement changé le langage totalement? Vous n'êtes pas forcément adapté à la personne que vous aviez en face? Non, pour moi, j'ai découvert ma langue de leur langue. Quelque chose comme ça. C'était pas volontariste comme travail, c'est-à-dire que je crois que je peux dire qu'au fil du temps, j'ai utilisé beaucoup leur rythme en fait. Disons, pour parler d'une chose concrète, j'ai énormément utilisé le rythme des gens, leur manière de parler. Et puis à force, je me suis aperçu que j'avais
j'avais ma façon à moi d'adapter leur rythme rapide ou leur rythme lent, par exemple. Mais c'est la mienne. Empruntée des leurs. Et puis parfois, je leur ai pris des phrases en entier. Il y a des lettres où j'avais pas grand-chose à faire parce qu'ils parlaient comme on pourrait écrire. Ça, c'est arrivé parfois. Mais c'est difficile de le conscientiser parce qu'il n'y a pas de système. Ce qui est système, c'est le travail de la compassion, on va dire. Mais attention, j'entends pas compassion au sens de oh là là, ma pauvre, c'est terrible. C'est juste plus de compréhension, en tout cas. Alors, c'est le moment de lire la deuxième lettre. Et ensuite, ce sera Stéphanie, qui n'est pas cosmonaute, comme elle le dit. Paris, hiver 2019, matin, Feng à sa mère. Maman, j'ai 35 ans. Je ne connais rien de toi, à peine ton nom. Wang Xiaolian. Quand je suis allé à la préfecture, on a tapé ton nom sur les écrans. Mais il y avait tant de Wang Xiaolian qu'on m'a dit que c'était impossible. Impossible de trouver votre mère sans adresse, madame. Il y a trop de Wang Xiaolian à Ginchen. Mais si j'avais ton adresse, je ne te rechercherais plus. Je t'aurais trouvé depuis longtemps déjà. C'est absurde. Je t'écris depuis Paris, où j'ai fui tout ça, et où j'ai maintenant mes propres enfants. Ils sont 2. Ma chère maman, tu me manques. Voilà 35 ans que nous ne nous sommes pas vus, et je ne sais pas si tu te souviens de moi. J'ai su que tu étais mariée à un autre homme, à Ginchen. J'étais ta seule fille, et tu sais comme moi qu'il ne vaut mieux pas être une fille dans notre empire. La vieille tradition chinoise ne nous aime pas. Tu es partie, et j'ai passé 7 années dans la montagne. C'était froid, mais pas si mal. Je croyais que j'avais ma famille, et puis j'ai compris que je n'étais la fille d'aucune mère ici, ni la sœur d'aucun frère. Et j'ai compris qu'on m'avait envoyée ici après ton départ. Je t'ai cherché, mais j'étais trop petite pour te trouver. Et puis un jour, papa a trouvé une nouvelle femme. Il est venu me rechercher, nous sommes descendus en ville, et les coups ont démarré. 1 année, frappé par la nouvelle mère, sans répit. 1 année de coups à se souvenir chaque matin que la vieille tradition chinoise ne nous aime pas, maman. Et il faut croire que nouvelle mère haïsse les filles dont elles n'ont pas voulu. Je t'ai cherché, mais j'étais trop petite. Alors j'ai oublié, et puis je suis partie. J'ai 2 enfants maintenant. Ce matin, je les regardais, endormis dans leur lit d'hiver, et je les trouvais incroyablement beaux. Et je me suis demandé ce que tu avais ressenti le jour où tu m'avais regardé pour la première fois. Et je me suis dit qu'il fallait que je te trouve enfin. J'ai 35 ans, et mon cœur est vide de toi. Je ne sais pas comment te retrouver, parce que les Wang Xiaolian sont trop nombreuses sur les écrans de Ginchen. Mais je vis à Paris désormais. C'est une petite ville en France où tu pourras me retrouver facilement si tu me cherches. Je m'appelle Feng Qin, je suis ta fille et je suis là. Tu me manques, je suis vide de toi. Feng. Merci David. Ce qui est fou dans la majorité des lettres, c'est qu'il y a vous avez réussi à créer une sorte de distance avec le personnage en même temps, où véritablement, il n'y a pas de personnes exaltées, de personnes, excepté quelques-unes, mais qui sont en colère ou qui livrent leurs sentiments de manière totalement parfois indécente. Ce n'est pas le cas à chaque fois. Il y a un petit ton humoristique, un ton sarcastique, de l'ironie. Il y a toujours quelque chose qui vient prendre de la distance par rapport à cela. Et ça, c'est véritablement votre travail. Mais par rapport à ce travail d'écriture-là, qui est donc extrêmement court, puisque, on le rappelle, c'est 45 minutes, comment travaillez-vous? Est-ce que vous avez eu une formation? Comment vous avez réussi en 45 minutes à écrire une lettre en prenant toutes les informations que vous aviez juste avant récupérées? Non, je n'ai pas eu de formation. Non, il faudrait peut-être. Mais non, encore une fois, comme je vous disais, au début, c'était plus long. Au début, c'était 1h30, et puis 1h20, puis 1h10, puis 1 heure. Et après, je me suis aperçu que c'est comme un... Ouais,
c'est comme un muscle, quoi. Au bout d'un moment, on trouve des ressorts, c'est plus dans l'écoute que dans l'écriture. On trouve les choses qui vont essentialiser le récit, qui vont permettre d'aller très vite, très fort au cœur de la question qui est soulevée par la personne. Mais non, c'est à force. Je peux pas dire là. C'est vraiment. Je pense que c'est. Et puis c'est aussi très excitant comme challenge de se dire. Après, ce en quoi je crois très fort, c'est que souvent des lettres hyper importantes, on les écrit pas parce qu'en fait on a trop le temps. Et en fait, quand on a trop le temps, du coup, on se vautre soi-même dans son problème. Et du coup, on y revient, puis on arrête, puis on recommence, puis on arrête. Puis au bout du deuxième jour, on a comme vidé quelque chose. On a comme vidé la nécessité de le faire, parce que ça y est, c'est écrit ou c'est à moitié écrit. Puis le lendemain, on y retourne, et puis on se dit, non, mais ça va, ça fait 5 ans, ça fait 8 ans, ça fait 15 ans, c'est plus la peine. Et puis on y retourne le lendemain, et puis on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de refaire ce truc-là? J'arrête. Puis de toute façon, j'écris comme un pied, je ne suis pas capable de le faire. Et quand on se dit, OK, c'est maintenant, c'est tout de suite, j'ai 3/4 d'heure, il faut absolument que je le fasse, ça préserve la nécessité, en fait. Donc au fond, c'est presque une aide d'avoir pas le temps. Parce que du coup, ça oblige à tenir le fil de la nécessité. Il y a un truc comme ça. Donc moi, je me mets dans cette position-là, c'est-à-dire que je prends la nécessité avec moi des gens qui me l'ont raconté, et j'essaie de la tenir et de le faire. Je crois que ça, c'est vraiment. Je dirais que c'est un des trucs majeurs dans la possibilité d'écrire la lettre en 3/4 d'heure. Et d'ailleurs, souvent, celle que j'ai réussi le mieux à écrire, c'est celle où j'ai eu en fait peu de temps et il y avait une urgence. Enfin, pas toutes, non, j'exagère un petit peu, mais il y a un certain nombre de lettres où la nécessité était tellement puissante chez la personne que ça a été comme un passage de relais et je me suis dit, allez, il faut foncer là-dedans et y aller tout de suite. Et je pense que si j'avais eu 2 heures, j'aurais trop pensé. Par contre, ça, je ne l'ai pas fait et c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû développer, c'est de répondre à cette nécessité très vite et puis s'accorder beaucoup de temps de retravail. Mais le dispositif n'était pas celui-là que je proposais. Il me semblait que ça, c'était autre chose. Ça aurait été faire un roman des lettres non écrites, peut-être. Et je pense que c'est possible, d'ailleurs. Ça pourrait être une suite de ce livre, pas forcément faite par moi, mais qui consisterait à prendre cette page et demie, cette lettre d'1 page et demie, et puis en tirer le fil. Ça, je pense que c'est possible. On pourrait faire un livre avec 25 auteurs français qu'on adore et leur proposer de le développer. Voilà, ça serait un livre de 25 auteurs qui prennent 25 lettres et qui en écrivent la suite ou qui en écrivent un à côté ou un éclat ou une résonance. Voilà, un nouveau projet tout ficelé pour le tripode, c'est parfait. Stéphanie? Oui, alors une lettre, c'est un condensé d'émotions, donc les émotions, c'est quand même plus ou moins universel. C'est pour ça que sans doute, vous avez réussi à retranscrire les émotions des autres, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas des situations qui vous étaient totalement étrangères, ou bien des émotions que vous n'aviez jamais ressenties, qui vous étaient exposées par les gens que vous avez écoutés. Et si dans certains cas, vous aviez dû renoncer en fait à retranscrire une histoire. Des émotions totalement étrangères, non, parce qu'on est tous des homo sapiens, ce n'est pas des robots ni des ordinateurs pour le moment. Donc, je pense qu'il y a une universalité des émotions. Voilà, je pense qu'on est tous capables de ressentir des émotions et de comprendre une émotion de l'autre. Je pense que c'est précisément ce qui fait qu'on est... voilà, les êtres humains qu'on est, c'est ce qui nous différencie dans le règne animal d'autres types d'espèces, c'est qu'on est capable de ressentir et de comprendre les émotions des autres. Des choses nouvelles, très certainement, évidemment, des choses voilà, auxquelles je ne m'attendais pas, et c'est ça que fait l'autre, je pense. Et des histoires que je n'ai pas pu écrire, oui, il y en a eu. Il y en a eu peu, mais il y en a eu. Il y en a eu une en particulier qui était trop puissante et où, enfin, c'est pas qu'elle était trop puissante, c'est que pour le coup, j'étais plus à ma place. C'est que c'était une histoire qui relevait d'une chose qui était tellement grave qu'il fallait aller voir la justice, la police, enfin les gens dont c'est le métier, et parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et là, c'était plus ma place. Là, j'étais pas capable. Il y a eu des histoires où, oui, c'était plus difficile mais c'était pas que je comprenais pas, c'est que la nécessité était moins grande.
parce que le dispositif avait été moins bien compris, moins bien partagé. Et où du coup, c'était pas... Ouais, la nécessité n'était pas très, très claire. Mais après, ça a donné lieu parfois à des choses intéressantes. Il y a une ville notamment où je suis allé où plusieurs personnes n'avaient pas compris, ou en tout cas donnaient l'impression qu'elles n'avaient pas compris. Et il y a une femme en particulier un jour qui est arrivée dans la salle où j'écrivais et qui m'a dit ça va, de quoi vous avez besoin? Et je dis bah, rien. Elle me dit ah, bah bon, mais du coup, mais pourquoi vous voulez que je vienne? Et je lui dis non, mais moi, j'ai pas du tout besoin que vous veniez. Enfin, si vous avez besoin, je suis là. Et en fait, elle a mis 35 minutes à me dire ce qu'elle avait à me dire, finalement. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ça, c'est arrivé et je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Je ne vais pas réussir à écrire la lettre. J'ai vraiment passé 35 minutes à me dire, dans ce lieu-là, en plus, pour la blague, c'était un centre social et il m'avait mis dans le bureau de l'assistante sociale. Et en fait, je ne suis pas du tout assistante sociale. Donc, il y a eu un petit temps de malentendu comme ça, assez long, où je me suis dit, c'est une catastrophe, je ne vais pas pouvoir écrire sa lettre. Et finalement, j'ai réussi à dialoguer, et je l'ai écrit, mais c'était pas évident parce que c'était pas certain qu'elle veuille ça. Puis finalement, voilà, ça s'est fait. Elle m'a dit ok, super. Mais ouais, je dirais ça. On rappelle que c'est une anthologie, que tous les textes, toutes les lettres ne sont pas là-dedans. Vous en avez bien plus. Comment vous les avez sélectionnés? Est-ce que vous envisagez peut-être un autre livre par rapport à cela pour en publier d'autres? Est-ce que vous continuez toujours d'ailleurs, pas en ce moment bien sûr, mais peut-être plus tard à récolter des témoignages? Comment vous voyez la suite par rapport à cela? Je ne sais pas encore, c'est très ouvert. Comment s'est fait la sélection? Bah, c'était très long, ça a mis 1 an. Il y a des thèmes communs, bien sûr. Hein, il y a l'amour, énormément de thèmes en commun. Et il y a, pour être très honnête, des lettres qui se recoupent beaucoup. Sur les 200 personnes que j'ai rencontrées, il y a beaucoup d'histoires en commun. Et parfois, il y a des lettres que j'avais mieux réussi à écrire que d'autres. Et le choix était simple. Sur un thème qui était proche, parfois, ce n'était pas si compliqué que ça de choisir parce que, évidemment, il n'y a jamais d'histoire équivalente, mais il y a des thèmes en commun. Et après, c'était vraiment un agencement. Il y avait un truc de rythme à trouver dans la composition du livre. Je voulais aussi avoir une variété d'histoires importantes. Et pour l'avenir, je ne sais pas encore. Ce qui est certain, c'est que oui, on pourrait faire un deuxième livre avec 50 autres lettres. Je pense qu'il y avait de la place pour 100, mais je pense que c'était trop et que c'était pas une... Déjà 50, ça me paraissait beaucoup. Et on s'est posé la question avec Frédéric à un moment donné, parce qu'à la rentrée, depuis septembre, j'ai continué à faire le projet, et qu'il y a eu des fois où il y avait des histoires un peu inédites par rapport à ce qu'il y a, et je me disais, ah, tiens, celle-là, on la rajoute très bien. Et Frédéric a eu l'intelligence de me dire, oui, mais il faut clore quelque chose à un moment donné, parce que sinon, on ne va pas en finir et on aura toujours envie d'en rajouter. Il faut qu'on assume que là, on s'arrête pour l'instant et puis on verra après. Et donc, je ne sais pas, on s'est ouvert. On n'a pas volonté de faire un volume 2. Je pense que, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, je continue dans les théâtres dès qu'on pourra rouvrir à proposer cette performance. On a fait quelque chose d'un peu inédit là. Si vous avez envie de regarder, on a fait une lecture complète des 48 lettres non écrites en partenariat avec la scène nationale de La Roche-sur-Yon, où on est artiste associé, le Grand Air, et la Maison de la Poésie qui nous a accueillis samedi dernier. On a lu les 48 lettres avec 48 interprètes, 2 musiciens et une dessinatrice. Donc ça, c'était un grand truc. On va les enregistrer avec France Culture. Ça va devenir une fiction radiophonique au mois de mai, et le spectacle va continuer à exister la saison prochaine. Après, je mets un point d'honneur à rester honnête dans les rencontres et à rester disponible, donc on le fera peu, parce que je veux pouvoir garder des qualités de rencontre et de temps avec les gens, et pas que ça devienne... Ça peut pas devenir une machine, en fait. Ça peut pas devenir un système. En 4 ans, on en a fait déjà beaucoup. Et en même temps, je veux absolument continuer à le faire parce que, comme je vous le disais, moi, ça donne du sens pour moi au métier que je fais. Mais voilà, donc ça va continuer à exister la saison prochaine, la saison d'après, c'est sûr.
Et on communiquera les dates probablement vers le mois de mai, quand on aura les dates définitives calées de rencontres et de représentations. Très bien. Muriel? Oui, encore moi. Je voulais savoir si, du coup, ça nourrissait d'autres projets d'écriture théâtrale. Est-ce que vous allez vous en inspirer pour d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres projets et lesquels? Ça irrigue, depuis 4 ans, ça irrigue en fait tous les projets. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement des histoires et des choses que j'ai rencontrées qui ont un peu infiltré comme ça les autres spectacles, mais de manière assez indirecte, mais quand même, ça a inspiré beaucoup de choses, notamment sur le silence et la peur. Après, pas directement. Et oui, j'ai d'autres projets. Là, on prépare un prochain spectacle, mais pour dans 2 ans, 2 ans et demi. Mais on est au tout début, c'est trop tôt pour en parler. Joël? Il faut activer le micro. Il faut que tu actives le micro, Joël. Il faut que tu actives le micro. Voilà, c'est bon. C'est à toi. Non. Non, on ne t'entend pas. Essaye peut-être avec les écouteurs. Je rebondis par rapport à vos influences littéraires, David. Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez, j'imagine, peut-être un peu de théâtre, mais de manière plus, pas du tout, de manière plus classique. Quelles sont vos influences en littérature? Ah, c'est une question très difficile. C'est vraiment par période. Je vais vous dire des choses en vrac, mais j'aime beaucoup Yannick Enel. J'ai eu des moments Quignard et puis plus. J'ai eu des moments Carrère et puis plus. Je suis totalement fasciné par Flaubert. Enfin, totalement fasciné, en tout cas, quand même, quoi. C'est quand même pas mal. J'ai eu une période de Dostoïevski, pas mal aussi, mais il y a longtemps. Ces derniers temps, en fait, j'ai lu énormément d'essais. J'ai lu beaucoup plus d'essais que de littérature, en fait, depuis 4 ans, pour les spectacles que je fais. Je lis beaucoup plus d'essais, de philosophie, d'essais politiques autour des spectacles. Donc, j'ai lu beaucoup de choses d'André Gortz. J'ai lu des auteurs, des historiens sur l'histoire afro-américaine, beaucoup. Mais pour le coup, ouais, j'étais très influencé par plus des ouvrages d'histoire que de pure littérature. Je réfléchis pour ne pas vous dire de bêtises. Et en ce moment, vous lisez quoi? Alors en ce moment, je lis 3 livres en même temps, donc j'ai un problème. Je lis, Et tous comme ça. Je lis Delphine Orviller, Vivre avec les morts. Je viens de commencer le prochain livre de Dimitri Rouchombory. J'arrive jamais à le dire bien. Rouchombory. Je lis un livre de Evelyne Heyer qui s'appelle L'Odyssée des gènes. Je viens de finir un livre d'Aurélien Barraud qui s'appelle Big Bang et au-delà. Et je grappille des trucs de Philippe Descola par-delà nature et culture. Voilà, ça c'est ma table de nuit là. En gros, il y a ça. C'est quand même très disparate, très éclectique. C'est très disparate. Ouais. Ok. Et Joël, est-ce que ton micro marche? Non, pas encore. Stéphanie, alors c'est à toi. Oui, je me suis demandé comment vous aviez essayé comment vous avez travaillé le style pour rendre compte en fait des variations des gens. Parce qu'une lettre, ça dit aussi de quel milieu on vient selon le langage qu'on emploie. Ça dit aussi voilà, qui on est. Il y a pas mal de choses en fait qui transparaissent au travers d'un langage qu'on choisit. Est-ce que vous avez essayé de sentir en fait ça dans des variations? J'ai pas lu les lettres, hein, donc du coup, je n'ai pas la réponse. Mais est-ce que vous avez justement essayé de faire vraiment varier le style pour rendre compte de la personnalité de chacun?
Un peu, mais un peu. Je pense que je suis pas... Ah, c'est difficile. Pas tant que ça. Encore une fois, quand je dis que je parle des rythmes, c'est plus ça que des... Il y a des façons de parler, mais c'est pas... Encore une fois, comme ça se fait en 3/4 d'heure, je ne le retravaille pas, donc j'essaie, c'est plus facile. Il y a des choses auxquelles je colle, il y a des rythmes auxquels je colle, mais c'est plus des rythmes et des façons de parler. Le style à proprement parler, je pense que c'est vraiment un mélange entre le leur et le mien. Je pense que j'ai développé un style qui colle au leur, quoi. Souvent par type de lettre, par typologie. Je dirais ça. Mais alors, qu'est-ce qui reste de vous enfin, est-ce qu'il y a plus de vous que d'eux finalement Qu'est-ce qui reste de vous ou qu'est-ce qui reste d'eux? Enfin, quelle est la partie la plus importante enfin, je ne sais pas si c'est facile à déterminer comme ça, mais... Je pense que je vous empêcherais d'avoir envie de lire le livre si je vous le disais, parce que vous auriez l'impression que vous n'allez pas les découvrir ou que vous allez me découvrir moi. Et en fait, je pense que c'est les deux. Je blague, mais sans blague, je pense que c'est vraiment un mélange des deux. C'est que moi, il y a beaucoup de moi, mais on s'en fout. Je pense que ce n'est pas très intéressant. Mais il y a tous deux dans ce moment où ils m'ont parlé. Donc, c'est vraiment une rencontre. C'est vraiment une rencontre entre nous. Je crois que les lettres, elles témoignent vraiment de ça. C'est la rencontre de deux personnes à chaque fois. En fait, de 3 ou 4 même. Mais ces lettres sont les histoires de rencontres. Moi, il y a de moi dans la préface, dans l'intermède, dans la postface. Là c'est moi. Mais enfin, c'est moi pour le livre, on va dire. C'est un des moi, parce que on est vraiment très nombreux. Joël, est-ce que ça remarche? Oui, petit problème de paramètres. C'est bon. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la couverture, donc je me demandais comment vous avez choisi cette illustration, ce qu'elle représentait pour vous. Alors, c'est Frédéric Martin qui me l'a proposé. Et moi, je l'adore aussi. Elle représente, elle est très manifeste, elle est très claire. C'est une ligne qui a disparu, quoi, qui n'est pas là, qui tombe, qui est tombée, qui peut pas s'écrire, mais elle est là. Donc, il faut la remettre. Peut-être, faut essayer. Pour moi, c'est très littéral, hein, mais il y a ça. Et ouais, c'est vraiment ça. Après, Frédéric a vraiment tenu, et j'aimais beaucoup l'idée à ce qu'il y ait une texture sur le livre, et donc on a fait un embossage. Pour qu'il y ait aussi la possibilité de toucher cet objet, de lui donner une sensualité forte. La sensualité est présente. En plus, c'est un tableau d'un artiste qui s'appelle Bridge. Et le tableau, c'est vraiment un fil de laine qui sort de la toile, quoi. Donc ça prend encore plus de sens. Et encore pour la petite histoire, à la base, on voulait même faire un vernis sur toutes les lignes du livre pour que ce soit encore plus texturé. Et en fait, ça faisait un petit peu trop gadget, un petit peu trop young adult. Et on s'est dit que ce serait plus élégant, plus sobre de le faire juste sur le titre. Et tu oublies de dire, Léa, qu'on avait dit qu'on le ferait si on réimprimait. Oui, quand on aura vendu 40 000, et du coup, on réimprimera. C'était ça avec le livre audio et c'est bon. C'est ça. C'était un peu la condition sine qua non. Ça coûte trop cher. On vous le souhaite, ardemment. Est-ce que vous avez eu envie de réécrire ce que vous aviez fait en 45 minutes? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu céder, entre guillemets, à ne pas saisir ce qu'il y avait sur l'instant et en vous disant je vais réécrire totalement, mais en même temps, ça va peut-être trahir le moment présent. Ça a dû être très délicat, ça. C'est arrivé souvent. C'est arrivé où je me dise merde, là, je l'ai raté. Je l'ai raté et ça va pas. Ça va pas parce que ça méritait vraiment mieux, quoi. Donc, pour le coup, il y en a quelques-unes comme ça et du coup, je les ai retravaillées. Mais c'est arrivé. C'est arrivé que que pour le coup, je sois mauvais élève, que je ne sois pas à la hauteur de ce qui m'avait été raconté, quoi. Et il y en a quelques-unes où je l'ai refaite. La lettre de Béatrice, par exemple, à Enrique,
cette femme colombienne de 81 ans qui me raconte, la rencontre était extraordinaire, l'histoire était hyper longue et j'étais confus sur le début. Celle-là, je l'ai retravaillée. Pas grand-chose, mais j'ai réécrit tout le début, par exemple, parce que j'avais mal posé le début de son récit et du coup, on décrochait complètement et ça rendait la lettre moyenne. Je réécrivais la fin. Je dois aussi beaucoup à Elios Noël et Laure Matisse, qui sont la comédienne et le comédien qui m'accompagnent beaucoup sur les projets, qui sont tous les deux des grands lecteurs. Et Elios en particulier, il est hyper intraitable et il est toujours très très précis sur ses retours. Et il y a des choses que j'ai recorrigées beaucoup grâce à Elios, qui m'empêche de me regarder écrire et qui me dit enlève. Ça, notamment les premières années, c'était très, très présent. Ça. Est-ce que le titre d'ailleurs a été différent ou ça a été une évidence pour tout le monde au sein de la maison et pour vous? Est-ce qu'il y a eu débat sur le titre? Alors, il y a eu débat, mais je me suis rappelé il n'y a pas très longtemps, en fait, que ce titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ça m'est revenu, en fait, j'avais complètement oublié. C'est quand on a fait le projet avec Thiago Rodriguez au Théâtre de la Bastille. En fait, on devait lister les projets qu'on faisait. Et Thiago a dit, bon, alors le truc des lettres non écrites, on va l'appeler lettres non écrites. C'est super. Et en fait, je me le suis approprié, ce truc. Cryptomnésie. Ouais. Et c'est devenu les lettres non écrites. Et ça m'a vraiment oublié ce truc et ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps. Oui, il y a eu débat parce que est-ce qu'on peut vendre un livre où il y a écrit, c'est pas écrit? Et on a discuté, on est très vite tombé d'accord avec Frédéric sur le fait que oui, bien sûr, c'est possible. Et puis surtout, le projet avait déjà existé médiatiquement avant le livre parce que ça avait existé comme spectacle. Donc, moi, j'y tenais énormément à ce que ça reste comme ça. D'une part, parce que le projet de théâtre continuerait et qu'il ne fallait pas qu'on déconnecte le projet de théâtre de l'objet livre, que c'était fait ensemble, c'était une continuité. Donc, ce n'était pas possible de changer le titre pour moi, pour ça, ça n'avait pas de sens. Et ouais, on a eu un débat qui a dû durer presque 3 minutes avec Frédéric. Quasi, peut-être 3 minutes 30, quoi. Ce qui était vraiment très intense. Non, on était vite d'accord. Et un débat qui a duré plusieurs heures sur est-ce qu'on met un tiret entre nom et écrite, ouais, entre lettres et nom. Ouais. Les petits détails. Alors, si personne n'a de questions, on va peut-être finir sur une dernière lettre. David, j'aime beaucoup celle sur Tinder, sur cet homme qui va rencontrer sa femme, pas sa femme, pardon, qui va rencontrer son crush Tinder, et qui lui écrit donc la veille, page 53, je crois. Absolument. Alors, Metz, printemps 2019, après-midi. Vincent à Caroline, à qui il écrit sur Tinder depuis 2 mois. Samedi 6 avril, 14h05, Metz. Caroline, c'est la première fois que je dis ton prénom. Tu deviendras peut-être réel demain soir, dimanche, comme convenu. Le scénario est clair. J'en ai les sangs qui me battent et me frappent le ventre. Un mélange de chaleur et de salive qui afflue. T'embrasser et te prendre, comme tu me l'as demandé. Être le maître du jeu. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Je ne sais pas si tu annuleras encore une fois, tout au bord du précipice. J'espère que non. Je voudrais te rencontrer sans tout briser. Je voudrais te prendre. D'abord lentement, puis entièrement. Un tout petit peu trop fort, là où tu me l'as demandé, comme tu me l'as demandé. Et puis, tu suivras mes règles. Je voudrais métamorphoser nos nuits en jours, nos jours en nuits, nos illusions en certitude. Tu existes. Être bien sûr que nous existons, toi et moi. Ce n'est pas moi qui t'écris cette lettre, mais tout y est de moi. Si tu veux comprendre, tu iras au théâtre mardi soir, à l'abbaye aux Dames, à Metz, à 19h30. Je m'occupe de réserver ta place, j'y serai. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que je t'aurai vu dimanche soir comme convenu. Et sinon, j'espère que tu es là.
Tu es là? Je veux que tu saches ça et que ça te soit dit. Ma vie est suspendue à nos mots depuis 2 mois. Je voudrais t'aider à dépasser tes peurs et t'assouvir. Viens, qu'on s'achève. Vincent. Merci David. Donc comme vous le voyez, les lettres sont totalement différentes, les sujets sont totalement différents et c'est ça qui est très intéressant. Merci à tous les deux de nous avoir consacré ce moment. Évidemment, je vous conseille de lire Lettres non écrites. Ce n'est pas un oxymore, au contraire, c'est tout l'inverse. Donc, merci infiniment à tous les deux. Et la photo, bien sûr, la photo, avant que j'oublie. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. Parfait, super. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, David et Léa. C'était un plaisir. Et évidemment, le tripode est toujours le bienvenu. D'ailleurs, est-ce que Léa, tu veux peut-être donner les prochaines sorties ou celles qui viennent de paraître? Oui. Alors, tu me prends complètement de court, mais le 4 mars est sorti Les lettres non écrites. Jeudi dernier, on a sorti le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué, qui est un tout petit roman graphique qui se consomme comme un bonbon, avec que des images peintes avec de l'encre de Chine et des petites réflexions sur les années 60. C'est très poétique, très beau. Et le 8 avril, nous publions un livre sublime qui s'appelle Une fêlure, signé Emmanuel Régnier, qui est le 3e roman d'un auteur qui a mis toute sa vie à écrire ce texte et que je vous conseille de découvrir du coup à sa sortie le 8 avril. Et le témoignage de Frédéric Martin est bouleversant. Je crois qu'il est sur le site du Tripode. Il a dû être publié sur le site du Tripode. Il est sur le site du Tripode et il est sur Facebook aussi. Qu'est-ce que la littérature? Parfait. Et évidemment, le prochain de Dimitri Rouchon-Bory, mais ce sera le 20 mai. Le 20 mai. Ce sera pour plus tard. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir. Merci. Bonne soirée.